M, épisode 81. Au sommaire, les récipiendaires des premiers prix Action LGBTQ+, du Québec, Dominique Dubuc et le Gris national. Mobilisation des résidents du village de Montréal qui réclament plus de sécurité. Sexualité et dissidence queer, un ouvrage sur la réappropriation des sexualités de LGBTQIA+. Gamer Story, on parle de l'impact des jeux vidéo sur les communautés queer et lire, c'est queer avec Brian Saint-Louis. Et puis j'ai une petite surprise pour vous en fin d'émission. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 19 juin 2024. On aime ça, les surprises. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Le 12 juin 2016, 49 personnes ont été tuées dans la pire fusillade anti-queer des États-Unis. Et on n'oublie pas. Et on n'oublie pas non plus les personnes et les groupes qui se démènent pour prendre soin des communautés de LGBTQIA+. Le gouvernement québécois vient de remettre ses premiers prix Action LGBTQ+, pour reconnaître ces personnes qui font beaucoup pour les communautés queer. Alors, le prix Hommage a été remis à Dominique Dubuc, professeur de biologie au Cégep de Sherbrooke. Dominique Dubuc est engagé dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie depuis 25 ans, même plus que 25 ans. Elle a été membre fondatrice de l'Association des mères lesbiennes, aujourd'hui connue comme la Coalition des familles LGBT+. Elle est présidente du Conseil québécois LGBT de 2011 à 2013. Dominique Dubuc est sollicitée comme fondatrice et formatrice et conférencière autant au Québec qu'à l'international pour son expertise et ses nombreuses réalisations novatrices. Mon Dieu, j'en aurais eu pour à peu près une heure à faire la liste de ce que vous avez fait, Dominique. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de me recevoir. Dominique, on utilise quel pronom et quel accord avec vous? Les accords au féminin, pronom elle ou elle. Parfait. Alors, d'abord, c'est quoi, je pense qu'on va se tutoyer, c'est quoi ta réaction à ce prix? Ben, j'étais très, très touchée puis très honorée. Là. Premièrement, c'est la première émotion, mais tout de suite, je me suis dit, bon, ça me donne l'occasion d'avoir une tribune pour pouvoir parler de certains enjeux directement au gouvernement, du moins à la ministre qui est responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, j'ai pris un peu la parole là, quand j'ai reçu le prix pour dénoncer certaines situations qui prévalent encore aujourd'hui. Mais justement, comment ce prix va contribuer à la poursuite de ton travail? Le prix lui-même, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. Moi, mon plan de match est assez clair. Bon, je travaille plutôt dans l'ombre. J'aime plutôt euh, faire des formations, monter des formations, les concevoir, puis préparer des guides aussi, bon, sur l'écriture inclusive, sur des politiques, bon, ce genre de choses-là. Fait que je sais pas à quel point le prix va faire un changement dans ma vie à moi, mais en tout cas, le fait que ça donne un peu plus de visibilité à la cause LGBTQ+, ben ça, c'est quelque chose qui est important parce que moi, je suis militante depuis très, très, très longtemps. J'aime toujours dire que quand je suis née, l'homosexualité était un crime au Canada. Et Et une maladie mentale aussi, on était tous les deux malades oui, mentaux, c'est hein? ça. Oui. Oui, puis la décriminalisation, c'est pas la dépénalisation, on pourrait rentrer là-dedans aussi. Mhm. Mais en ce moment, j'ai jamais été aussi inquiète pour l'avenir. Ça fait 30 ans que je milite, puis j'ai jamais été aussi inquiète pour l'avenir. Puis j'ai des Pourquoi? enfants, puis des petits-enfants. Ben parce qu'il y a une montée de la violence qui est décomplexée en ce moment à l'égard des personnes, des minorités sexuelles, puis de la pluralité de genre, particulièrement à l'égard des personnes trans. Et c'est vraiment très, très, très inquiétant. On a vu des manifestations transphobes à travers le Canada à l'automne, puis même à ce printemps aussi. Des lois anti-trans qui ont été adoptées au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, puis la loi en Alberta qui est absolument Et qui ça est pourrait éventuellement se venir au Québec, ça aussi, là. Ben oui, c'est ça la grosse inquiétude en ce moment. Le gouvernement du Québec a choisi d'instituer un comité des sages qui est peut-être plein de bonne foi. On le verra à la fin dans leur rapport, mais ce sont des personnes qui ont aucune expertise de départ pour tous les enjeux LGBTQ+, puis les enjeux trans particulièrement. Fait que c'est très inquiétant de voir que
le gouvernement s'est pas prévalu de son propre bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, de son propre plan d'action contre l'homophobie et la transphobie, puis qui a institué ce comité des sages-là. Donc, c'est la vieille militante en moi est très inquiète pour la suite des choses. Mais en même temps, c'est une possibilité. Peut-être que ce qui va sortir dans ce rapport-là va être dans le bon sens, ça va être du côté des avancées, mais c'est inquiétant, c'est angoissant, puis c'est pas de l'angoisse qui est fondée sur rien, malheureusement, avec ce qu'on voit qui s'est passé dans les provinces que je nommais tantôt, puis un peu partout dans le monde aussi. Les États-Unis, on n'en parle pas, mais au Royaume-Uni, en Italie, c'est assez effrayant, là. C'est pas pour rien que je dis que j'ai jamais été aussi inquiète qu'en ce moment. Fait qu'on va dépoussiérer nos vieilles affiches, tout le monde, c'est ça? Oui, exactement. Merci beaucoup, Suzanne Dubuc. Ah, pardon, Suzanne Dubuc. Excuse-moi, Dominique Dubuc. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Eh bien, Pionnier est référence en matière de démystification des enjeux LGBTQ+. Le GRI, c'est 400 bénévoles. Il joint chaque année 37 000 personnes. Le GRI sensibilise les jeunes d'aujourd'hui à la diversité sexuelle et des genres pour faire les leaders de demain en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Alors, le GRI reçoit, lui, le prix Action LGBTQ+, dans la catégorie Milieu de vie en confiance. Et on reçoit son président, André Pascou. Merci beaucoup, André, d'être là. Bonjour Denis Martin, merci de me recevoir. Alors, on utilise quel pronom et quel accord avec vous? Donc, les accords masculins, les pronoms il. D'accord. Alors, comment, d'abord, félicitations pour ce prix. Comment on réagit au GRI par rapport à ce prix? Merci beaucoup. On est très, très heureux. Et puis, juste pour spécifier, ce sont en fait les grilles du Québec. C'est les grilles du Québec, c'est ça. Qui est génial, c'est que ce sont 5 organismes à travers le Québec qui ont reçu ce prix. Le Gris Montréal en fait partie, mais il y a également le Gris Québec, le Gris Chaudière-Appalaches, le Gris Mauricie, centre du Québec, et le Gris Estrie, qui ont été formés dans les 30 dernières années petit à petit, et qui voient leur travail reconnu. Et d'ailleurs, je tiens aussi à féliciter Dominique pour son prix. Oui. Ben là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne connaissent probablement pas c'est quoi le GRI, parce qu'on est écouté partout dans le monde, là. Alors, c'est quoi le GRI? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on est des organismes qui faisons de la démystification des questions d'orientation sexuelle et des questions d'identité de genre dans différents milieux, surtout les milieux scolaires. Mais ça peut également aller dans des foyers pour personnes âgées, dans des entreprises, donc vraiment une diversité de milieux. Et notre outil principal pour intervenir, c'est le témoignage. Donc, on témoigne sur le vécu que nous avons en tant que personnes faisant partie des communautés LGBTQ+, afin de justement faire en sorte que les gens qui nous rencontrent puissent connaître une personne LGBTQ+, par l'entremise de notre témoignage. Et quand on connaît quelqu'un, justement, c'est comme ça qu'on démystifie et qu'on apaise un peu les craintes. Comment ce prix ou en quoi ce prix va contribuer à faire avancer ou à aider du moins le travail du GRI? Ou des grilles, je devrais dire. Oui, c'est une reconnaissance de plus que les grilles sont dans le bon chemin, qu'effectivement on fait du bon travail pour démystifier ces questions-là auprès des jeunes surtout. Dominique le disait, il y a une montée du discours haineux, il y a une polarisation des discours, on le ressent également dans nos milieux, et je pense que le travail des grilles du Québec est d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'il a été dans les 20-30 dernières années. On sent que on fait une différence, mais qu'on a besoin de nous ces jours-ci. Alors, est-ce qu'on doit craindre là, cette espèce de mouvance anti-queer, anti-gay, anti-trans qui n'est peut-être pas initiée ici au Québec, mais il me semble qu'on la voit aussi. Hein? Elle commence à se manifester, à se décomplexer, comme on dit. La craindre, oui, ou sortir nos pancartes, comme vous disiez tout à l'heure, mais continuer notre engagement, continuer les actions bénévoles que font les grilles. Je pense que c'est absolument nécessaire. C'est probablement un des principaux moyens pour pallier à cette mouvance. André Pascou, qui est président du GRI Montréal, si j'ai bien compris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à Dominique Dubuc.
Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Création d'une association de citoyens et de citoyennes du village à Montréal samedi dernier. Pourquoi? Parce que les personnes résidant dans le quartier, dans le village, ce quartier emblématique de l'histoire des communautés queer, vivent des circonstances difficiles depuis quelques années, dont la cohabitation problématique avec les personnes en situation d'itinérance, le trafic de narcotiques, et elles veulent de l'action maintenant. Daniel Matt était à l'Assemblée de création. Il ne peut pas parler au nom de l'association, pas maintenant, mais en tant que citoyen qui milite pour que ça change dans le village et qui a participé à la création de l'association. Daniel Matt, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, on utilise quel pronom? On demande toujours la question aux personnes quand elles sont ici la première fois. C'est la première fois de toute ma vie qu'on me demande ça. J'ai 69 ans et moi, c'est masculin, il. Oui, mais il y a un début à tout. Oui. Alors, pourquoi cette mobilisation? Ben, écoutez, il y a la SDC, la Société de développement du village, la Société de développement du village qui s'occupe des commerces. Il y a la CDC, CDC, oui, exact, pardon, merci. Merci. Eux, ils s'occupent des personnes en difficulté. Ouais. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait autour de 150 organismes dans le village, dans Ville-Marie, pour s'occuper des gens dans la misère. Mais j'ai réalisé assez vite, puisque je me suis acheté un condo ici il y a 5 ans, qu'il n'y avait personne pour s'occuper des citoyens qui n'étaient pas dans la misère. Vous allez me dire, on ne fait pas pitié, mais en même temps, on vit quotidiennement avec les gens qui sont dans la misère dans la rue. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'itinérance. On ne va pas pointer du doigt les personnes, mais du phénomène d'itinérance qui est dans le village. La consommation de drogue, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que ça se passe. Qu'est-ce qui est responsable de tout ça? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études là-dessus. On prévoit en faire un peu. Mais moi, je me dis, est-ce que je dois m'habituer à ça en tant que citoyen? Je me pose cette question-là. Est-ce que je dois m'habituer à voir ça dans la rue? Vous êtes le dommage collatéral, oui, si je comprends bien. Oui, le vivre ensemble, ça veut-tu dire, quand on me dit ça, il faut s'habituer à vivre avec cette misère-là dans la rue. Moi, je suis 100% pour qu'il faut faire des actions et je pense que la Ville de Montréal, M. Baudry, entre autres, font beaucoup depuis 2 mandats pour s'occuper d'eux. OK? Ouais. Mais force est de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, puis c'est pas facile de pointer du doigt, mais vous avez quand même vous avez instigé une pétition en tant que citoyen. Oui. Je ne sais plus combien de signatures vous êtes. Avec d'autres citoyens, on est rendu à près de 500. Vous demandez quoi dans cette pétition-là? De base, c'est pas moi qui ai écrit le texte. Ouais. J'ai lu le texte et puis j'ai regardé premièrement s'il y avait des fautes d'orthographe. Et puis, parce que je suis un ancien attaché de presse de Michel Tremblay. Et j'étais d'accord avec le texte. Ouais. Essentiellement, on s'adresse aux élus. On leur dit, il faut que vous fassiez quelque chose ça s'appelle la pétition pour un village plus sécuritaire. Et là, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai pas toutes les réponses, mais il faut vraiment faire quelque chose à court terme. Parce qu'à moyen et à long terme, il y a des gens pas mal formidables qui s'occupent des gens dans la misère, je dois le dire. Ouais. Mais à court terme, est-ce qu'il faut plus de présence policière? Ça fait 2 fois que je rencontre le commandant Guillaume Théberge du poste 22. Je m'entends très bien avec lui. C'est un homme que j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas contre la police. Et puis, par contre, dans une société normale, eh bien, on n'est pas obligé d'augmenter la police. Non. Mais en ce moment, pour retrouver à court terme, je dis bien à court terme, le sentiment de sécurité, peut-être qu'il faudrait voir une présence policière un petit peu plus accrue. Pas pour les gens qui n'ont pas d'adresse en situation d'itinérance, pour les personnes qui ont des comportements illégaux. Ou des comportements problématiques. Problématiques, des gens qui ont des problèmes de santé mentale sur la rue. La mairesse l'a dit dernièrement, la rue n'est pas un hôpital. Non, tout à fait. Rapidement, là, s'il ne se passe rien, qu'est-ce qui va arriver? Ben, j'ai l'impression que c'est le Titanic. C'est grave ce qui se passe, que ça va couler, je ne sais pas. Les gens vont quitter. Les commerces, oui. Ouais. Moi, je n'ai pas l'intention de... Je suis un ancien courtier immobilier, j'étais attaché de presse, mais j'étais 12 ans courtier immobilier. Et pour le moment, ce qui est paradoxal, ça monte.
l'évaluation de nos condos. Mais à un moment donné, ça va baisser. Je ne sais pas, il faut faire quelque chose. Mais j'ai l'intention de rester ici, j'aime ça. Moi, je venais manger ici. J'aime ça qu'il y ait des commerces à rue Sainte-Catherine. Oui. Je venais manger ici, je retournais dans ma petite bourgeoisie à Hansik, et puis je venais avec mon chum, on venait manger, puis on retournait. J'ai dit à la retraite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai écouté les conseils de Mme Plante, j'ai vendu ma voiture, je me suis acheté un condo, et puis là, je milite. Je n'ai pas toutes les solutions, mais je les cherche. Puis on va avoir des nouvelles très bientôt de cette association qui doit avoir une conférence de presse pour annoncer ses actions. Il va y avoir une conférence de presse sous peu, oui. Merci beaucoup, Daniel Matt. Ça me fait très plaisir. Merci. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Cette et dissidence queer, c'est un livre unique. C'est une sorte de croisement entre un manifeste et un ouvrage scientifique. J'ai la personne qui a dirigé cet ouvrage-là. Il va probablement que je vais me faire corriger, mais en tout cas, je le vois comme ça. 21 experts et expertes remettent en question l'ordre sexuel normatif. Ce livre est une sorte de credo à la libération sexuelle. Chacha Henriquez enseigne la sociologie queer à l'Université du Québec à Montréal. Et elle a coordonné le livre Sexualité et dissidence queer qui est publié chez Remue-Ménage. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Chacha, ça va bien? Salut Denis Martin. Oui, ça va très bien et toi? Oui, j'ai utilisé IEL parce que je crois que c'est ce que tu utilises. À l'écrit, c'est ce que j'utilise. J'essaie d'utiliser un langage inclusif à l'écrit parce que je l'ai écrit en langage inclusif, ce livre. Donc, j'ai pris cette habitude, mais j'utilise tous les pronoms. Tous les pronoms, ouais. D'accord. Écoute, commençons par le début. Sociologie queer, c'est bien la première fois de ma vie que je voyais le mot queer ajouté à un domaine de recherche. C'est nouveau? C'est pas nouveau dans le monde anglophone, hein, ça fait vraiment longtemps que ça existe. C'est sûr que chez nous, c'est un peu plus récent. En fait, déjà, il faudrait se demander c'est quoi le queer. Oui. Et nous, le queer, on le travaille comme... moi, je le travaille comme un projet politique d'analyse des rapports de pouvoir qui régulent les sexualités, les genres et les corps sexués dans une perspective intersectionnelle pour pouvoir résister à ces rapports de pouvoir. D'accord. OK? Alors, comment t'es venue l'idée de ce livre, finalement, dans cette optique-là? L'idée du livre est venue du fait que j'enseigne à la fois à l'UQAM, je suis une des personnes qui enseigne donc le cours de sociologie queer, j'enseigne aussi au collégial la sociologie et je voulais travailler sur du matériel pédagogique très accessible pour pouvoir enseigner les questions de sexualité. Et le point de départ, je dirais, c'est le texte de Gayle Rubin, Penser le sexe. Donc, c'est un peu c'est une anthropologue et militante lesbienne, BDSM des années 80, qui a sorti ce texte majeur et qui met des mots, qui essayent de penser l'oppression sexuelle. Donc, la sexualité, la régulation des sexualités comme un axe d'oppression. Et donc, on s'est dit, on va reprendre ce principe-là, travailler à la jonction entre l'activisme et l'académie, mais aussi se dérouler les différentes formes de régulation des sexualités. Et donc, ce livre-là est venu au monde avec ça. Et là, tu as réuni 21 experts, c'est ça? Oui, on est 21 m'incluant. Oui. Mais oui, je suis allé chercher donc des personnes qui travaillaient sur différents sujets. Donc, on a une quinzaine de chapitres dans le livre. C'est ça, c'est une petite brique, mais très accessible et très facile à lire. Alors, on a parlé en introduction. Alors, on a essayé d'expliquer un peu la sociologie queer, puis je voudrais pas prendre 10 minutes là-dessus, mais on a aussi un terme très important qui s'associe à ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre sexuel normatif. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cette idée de se dire que nos sexualités sont régulées par un ensemble de normes qui va réguler donc notamment avec quel partenaire est-ce qu'on est censé avoir des relations sexuelles. Hein. Donc, c'est là où l'homophobie agit, par exemple. On va nous pousser vers l'hétérosexualité. On parle aussi de la monosexualité, être attiré par un seul genre contre les bisexualités. Oui. Il y a aussi la régulation de la quantité de partenaires et de pratiques. Donc là aussi qu'on voit qu'il y a des formes de régulation, par exemple. Donc, et comment on a des relations sexuelles? Le type de pratique aussi et le lieu des pratiques. Et donc on voit qu'il y a tout un ensemble de normes qui agissent sur nos sexualités. Alors, ce livre déconstruit beaucoup de tabous. Moi, j'avoue que j'ai eu un plaisir fou à lire ce livre. Je l'ai dit quand on a préparé l'entrevue. Ce livre déconstruit des tabous et des idées préconçues, et pas n'importe lesquelles. Il y a un chapitre qui discute du BDSM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bondage, domination, sadomasochisme. Alors, pourquoi c'est important de parler de ça?
Parce qu'on sait que c'est un tabou, là. Oui, c'est ça. C'est que le BDSM, on le voit toujours soit comme une activité violente. Donc, quand on en parle, soit on l'associe à la violence, soit on va l'associer à la perversion. Et où on va, ça va être un sujet d'humour. On va parler de BDSM pour faire une blague. Ouais. Donc, on le voit de manière négative. Et donc là, l'idée, ce qu'a travaillé Sabrina qui a rédigé le chapitre, était de partir du point de départ de BDSM comme culture du plaisir. Donc, un plaisir qui est dégénitalisé. On sort des organes génitaux, on voit tout le corps et surtout le cerveau comme servant au plaisir, et aussi comme une culture du consentement qui est extrêmement développée dans les communautés BDSM. Donc on a voulu mettre de l'avant qu'est-ce qui se passe réellement dans ces communautés versus c'est quoi les discours qu'on entend sur le BDSM. Le consentement, ça c'est un mot que je retiens parce que c'est un mot qui est très important dans notre monde présentement, que les gens ne semblent pas comprendre, mais les personnes qui pratiquent le BDSM habituellement le comprennent eux autres. Oui, l'idée, c'est que dans le livre, je pense qu'on essaye de complexifier au fur et à mesure du temps cette notion de consentement comme un espèce de processus continu qui a lieu avant, pendant et après. Ça, c'est quelque chose qui est plus, justement, qui est très travaillé dans les communautés BDSM et qui doit nous permettre d'avancer vers une société où il y a de plus en plus de consentement et où on combat la culture du viol en mettant en place une culture du consentement. Donc il y a un peu cette idée, mais il y a aussi des débats, des discussions. Qu'est-ce qu'on veut dire par consentement? Comment on le travaille? Comment on transforme la société quand on grandit dans une société violente, il faut se le dire. Donc comment est-ce qu'on arrive à créer de la transformation? Vous dénoncez la culture du viol. Je sais que c'est un sujet aussi qui est très important de nos jours dans la communauté en général, dans les communautés en général, mais dans nos communautés aussi. La culture du viol, on veut combattre ça. Oui, après, on a des cultures du consentement qui sont différentes d'une communauté à une autre. Et c'est vrai que, je ne sais pas si dans nos communautés... on peut parler de la communauté des hommes gays, par exemple, où on a une culture qui est assez différente, où on a une sexualité... Bon, je t'interromps, mais on a même un politicien ouvertement gay qui, pour lui, disait qu'entre hommes, la question du consentement, ça se pose pas. Je cite le très cher Éric Duhem. Oui, donc c'est sûr que on vient aussi d'un passé où on a un passé et des pratiques qui se passent notamment dans le silence, et où donc il faut qu'on arrive à travailler et à transformer nos communautés, en fait, et à faire un travail à la fois individuel et collectif sur ces enjeux-là. Je vais t'amener parce qu'il y a beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, mais il y a un autre aspect, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le travail du sexe. On sait qu'il y a eu des manifestations récemment à la suite d'une rencontre où on voulait contrôler le travail du sexe. Et le travail du sexe, c'est quand même un autre tabou que vous démontez dans ce livre. Oui. C'est-à-dire que la sexualité, on l'oriente vers quelque chose qui est censé être tout le temps gratuit, en fait, qui doit être de l'ordre de la gratuité. Et l'idée, c'est de se dire que la sexualité, c'est une énergie, donc comme faire à manger. Faire à manger, c'est une énergie. On peut faire à manger gratuitement si ça nous fait plaisir, mais on peut aussi travailler dans un restaurant, par exemple. Donc là, il y a une industrie du sexe qui existe, qui est très répandue. La pornographie, ça fait parmi des... Je pense que c'est le sujet numéro 1 qu'on trouve sur l'Internet. Sur Internet, c'est ça. Donc, l'industrie du sexe est énorme. Il y a énormément de personnes qui travaillent dans cette industrie. Et donc là, toute l'idée, c'est de se dire il faut considérer qu'il s'agit d'un travail comme moyen de combattre l'exploitation qui peut être vécue à l'intérieur de l'industrie du sexe. Donc, c'est ce levier-là, en fait, sur lequel on a voulu travailler. Je sens une telle passion dans ce que tu nous dis, Chacha. Pourquoi ce livre-là s'adresse à qui, finalement? Qu'est-ce que tu vas accomplir avec ça? L'idée, c'était d'ouvrir des discussions sur la question de sexualité au Québec en français, parce qu'on en manque, en fait, des essais queer, on en manque, des discussions qui nous amènent un peu plus loin, donc de créer un dialogue au fur et à mesure, mais aussi d'être extrêmement accessible. Donc des jeunes de 17 ans peuvent le lire et comprendre et apprendre. Des personnes qui n'ont pas de bagage en sciences sociales peuvent le lire et apprendre des choses. Donc l'idée, c'était de s'adresser à quand même à la fois nos communautés, mais aussi d'en faire un outil pédagogique. Un outil pour les salles de cours aussi. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, qui n'ai aucun bagage sociologique, là, je n'ai pas étudié là-dedans, je lisais le livre et je me sentais intelligent en le lisant. Je me dis, je comprends tout ce qu'on me dit. Parfait. Bon, c'est bon signe, ça. C'est important, ça, de vraiment de vulgariser. Excuse-moi l'expression, c'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, de vulgariser le langage scientifique et s'assurer que tout le monde comprenne.
Ouais, oui, de travailler à rendre accessible. C'est sûr que le terme vulgarisé, il a des limites parce que c'est comme si, tu sais, il y avait les savoirs très complexes, puis ça avait moins de valeur, alors que ça a tout autant de valeur, si ce n'est plus, d'avoir un langage accessible. C'est politique d'être accessible aussi, hein. Oui. Ça veut dire que tout le monde peut nous lire. Et l'idée, c'est aussi que de travailler sur des outils qui donnent du pouvoir, qui renforcent collectivement, qui renforcent notre agentivité sexuelle, donc notre capacité d'agir sexuelle, qui renforcent nos réflexions. Donc, c'est sûr que si on lit un texte et qu'on se sent stupide quand on le lit, ça n'a pas l'effet escompté. Alors que quand ça nous donne, comme tu le dis, de la puissance d'agir, on a l'impression de bien comprendre, ça nous donne plus d'outils. Et ce livre-là, donc, c'est le premier. Je pense que tu as d'autres projets. Oui, on travaille déjà sur la suite. Donc, on va avoir un tome queer intersectionnel. Il a fallu qu'on opère des divisions parce que il y a trop de sujets. Mais le tome 2 va être un tome intersectionnel, antiraciste et décolonial qu'on travaille avec la Clinique Mauve, qui est donc une clinique pour les personnes queer racisées et immigrantes qui est à l'Université de Montréal. Et avec aussi le cercle IndigiQueer. Donc, c'est travailler à faire émerger ces savoirs-là et ces connaissances-là et à produire ces textes-là qui, pour beaucoup, n'existent pas forcément déjà. Et dans le contexte dans lequel on vit, parce que je le nomme depuis le début de l'émission, on est dans un contexte assez difficile pour nos communautés. Est-ce que ce livre-là peut contribuer à aider, à améliorer les choses? Oui, donc déjà, nous, dans le premier tome, on a travaillé sur un chapitre sur le backlash avec Gabriel Richard, qui a travaillé sur notamment Hétéro l'école, Faire famille autrement. On s'est dit, il faut essayer de comprendre comment ce backlash fonctionne pour pouvoir y répondre. On travaille, je pense que c'est important. Il faut, nous tous et toutes dans nos communautés, qu'on réorganise notre travail pour lutter collectivement contre le backlash. Donc, il faut qu'on continue de faire ce qu'on fait, mais on ne peut pas travailler business as usual. Il faut quand même qu'on réorganise un peu nos actions par rapport à ça. Mais je pense que des choses qui nous font du bien, c'est important dans un contexte dans lequel on reçoit de plus en plus de violence. Alors, Chacha Henriquez qui a dirigé ou coordonné la publication qui s'appelle « Sexualité et dissidence queer ». C'est disponible aux éditions du Remue-Ménage. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Après la pause, Gamer Queer, jouer pour s'affirmer ou s'affirmer pour jouer. Et suggestions de lecture pour l'été, puis un petit retour sur notre saison qui se termine. C'est tout de suite après la pause. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, suggestion de lecture pour l'été, mais avant, nous allons parler... Oh, on a un problème de micro. On peut prendre l'autre micro. On va changer de micro. Alors, suggestion de lecture pour l'été, mais avant, on va parler des jeux vidéo. Gamer Story avec Philippe Aubert-Côté. Alors, on entend ici la musique du jeu vidéo de Rest of Us. Ça dit quelque chose, ça, mon cher Philippe Aubert? À peine, parce que même si je suis un nerd là, pour bien des gens, là, moi puis les jeux vidéo, ça fait deux. J'aime autant les jeux vidéo que les films de mort-vivant. Ah boy, ça fait que ça en fait deux, hein? Ouais. Alors, quand je t'ai demandé de parler des jeux vidéo, parce que beaucoup de personnes de nos communautés s'adonnent aux jeux vidéo, j'ai pensé à toi, mais finalement, c'était pas ta tasse de thé. Non, eh bien, écoute, Denis Martin, là, moi, je suis un vieux crouton là, du siècle dernier. Je me souviens quand j'étais petit... Attends, là, je suis pas mal plus vieux que toi, là. Ah, mais d'un peu, tu vas voir, pour certains, je suis le crouton du crouton, là. Tu sais, c'est que moi, j'ai connu Mario Bros au début, on se déplaçait de gauche à droite. Seulement, il y avait juste une histoire, il fallait toujours aller à droite. C'est comme la politique en ce moment, là, tout à droite. Puis là, après ça, la légende de Zelda est arrivée. Là, on pouvait se déplacer. Wow! En haut, en bas, à gauche, à droite, parce que l'image était vue du dessus. Hey, moi, c'était une révolution là, pour moi. Là. Ça, c'était high-tech, là, les enfants, là.
Pour dire, moi, c'est là que mon initiation aux jeux vidéo s'est arrêtée. C'est dans le couple, c'est mon chum Francis qui est bon des jeux vidéo. Il achète des vieux jeux vidéo chez Rétro Montréal. Pour moi, je m'attends toujours à ce que ce soit des vieux jeux, mais ils sont plus avancés que ceux auxquels j'ai joué. Donc, es-tu en train de me dire qu'il y a plus nerd que toi dans ton couple? On peut. Ouais. Si Francis nous écoute, je vais être dans le trouble. alors là, donc, les personnages queer dans les jeux vidéo. Oui. Ce qui est intéressant, comme tu disais, pour la communauté LGBT, les jeux vidéo sont assez importants, mais dans les jeux vidéo eux-mêmes, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que les personnages queer soient représentés. Hein? J'ai fait une petite recherche. Première occurrence, 1986, un jeu qui s'appelle Moon Miss, où il y avait une artiste lesbienne, mais il fallait le savoir, il fallait creuser dans les détails, tout ça. Les personnages LGBT étaient là, mais c'était souvent des pervers, des méchants ou des personnages comiques qui servaient de l'illusion qui n'étaient pas dans la vedette. Ça a pris il a fallu attendre 1999 pour que, dans un jeu de simulation virtuelle, on permette une première relation saphique, un premier baiser lesbien qui est un accident. Le programmateur ne savait pas qu'il n'avait pas le droit, mais il y avait un bug dans l'intelligence artificielle qui lui a permis de mettre un baiser saphique. Et là, ça a été présenté dans un congrès, puis les gens ont fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Je n'avais entendu parler à l'époque, puis je m'étais dit « C'est quoi l'intérêt? » C'était plus important qu'on le pense comme événement. Alors, les jeux vidéo, c'est une histoire queer-friendly, oui ou non? Je t'aime, moi non plus, amour-haine, on peut dire ça. Au début, il y avait beaucoup de réticence à en mettre. Il a fallu beaucoup de petits combats, de petites percées, de petites audaces à gauche, à droite pour qu'il y ait de plus en plus de personnages LGBT qui soient introduits, de plus en plus d'intrigues aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu que dans les débuts, évidemment, parce que des programmateurs LGBTQ+, qui sont entrés dans l'industrie puis qui ont dit, maintenant, on va mettre des personnages comme nous. Et il y a aussi des jeux vidéo qui se sont... la production s'est démocratisée. Beaucoup de gens ont commencé à produire leurs jeux aussi, ce qui a augmenté l'offre un peu. Puis aujourd'hui, on a le choix, même s'il y a encore du travail à faire. J'ai regardé quelques exemples, mais Ubisoft Montréal a déjà produit un jeu qui s'appelle Rainbow Six Siege. Excusez-moi mon accent anglais formidable, qui met en scène une femme trans. Il y a des Baldur's Gate, qui est un jeu de fantasy, Donjons et Dragons très connu, Mass Effect, un jeu de science-fiction très connu, présente des personnages et des intrigues queer. J'ai même trouvé une petite curiosité. Des développeurs indépendants qui travaillent sur un jeu. On peut juste trouver la démo en ligne, mais ça s'appelle Bonfire. Et c'est un jeu qui met en scène juste des orques, comme dans le Seigneur des Anneaux, mais il y a des intrigues gays. Ils font de la magie, mais ça passe par le sexe. Il faut qu'ils résolvent des énigmes, mais ça passe vraiment par la sexualité, puis pour réussir des rituels magiques. Donc, c'est très niché comme produit, mais on retrouve ça aussi aujourd'hui. Et on retrouve aussi un tas de jeux éducatifs. J'ai trouvé le cas de Chad Como, un jeune Acadien qui avait développé un jeu de simulation LGBT pour sensibiliser les hétéros à nos problématiques. Ah bon, donc, je ne sais pas si ça a été populaire, ce jeu-là. Hein? Non, ça a peut-être... on en a parlé peut-être un peu à l'époque, mais il y a encore du travail à faire, c'est sûr. Mais justement, allons-y sur ce travail à faire. Parce que, selon certaines études, il y aurait juste encore 2% des jeux vidéo qui proposent des personnages et des intrigues LGBTQ+, ce qui est très peu, alors que le public est très diversifié. Et on reproche aussi que qu'au niveau diversité, les personnages LGBTQ+, par exemple, vont souvent se limiter à des prostituées mâles avec lesquelles le joueur peut avoir des relations sexuelles dans des scènes à part de l'intrigue. Donc, il y a encore... On a encore des rôles de vilains ou des rôles marginaux. Exact. Bien que le travail du sexe, c'est pas un problème, on s'entend, exact. Mais quand même... Il y en a plus qu'avant, mais il y a encore beaucoup de vieux clichés qui persistent. Et ça, c'est au niveau du contenu des jeux. Au niveau des communautés, il y a encore certains problèmes aussi. Quand on met beaucoup de l'avant des personnages LGBT, surtout comme héros, héroïnes, mais des fois, il y a des communautés de joueurs qui peuvent se plaindre. Ils peuvent faire des campagnes de dénigrement en ligne. Aussi, il y a des producteurs qui peuvent être frileux à mettre des extensions pour des personnages LGBT dans leurs jeux parce que dans certains pays, ils vont se faire bloquer. La Russie, pour ne pas la nommer, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Donc, si l'histoire passée et actuelle des jeux vidéo n'est pas toujours ce qu'on appelle queer-friendly, l'amour des personnes queer ou LGBTQ+, pour ces jeux-là, ça, c'est vraiment intense, hein? Vraiment intense. Il y a des études, ça m'a étonné, qui montrent que auprès des jeunes personnes LGBT, 80% des jeunes LGBT jouent
jouent aux jeux vidéo et c'est même beaucoup plus que chez les hétéros, où la proportion serait 70%. Ça, c'est un élément qui m'a surpris. Je te fais une parenthèse. Ouais. Ça m'arrive d'aller sur Grindr, je ne dirais pas trop fort, puis souvent on me demande si je suis gamer. Puis la première fois que j'avais vu le mot gamer, c'était G-A-Y. Je dis ben oui, mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Non, il faut dire dans ce cas-là. OK, c'est autre chose. OK, on ferme la parenthèse. Et ça peut s'expliquer, cette passion-là, mais outre le fait que il y a beaucoup plus de nerds qu'on pense. Là. Les nerds, on contrôle le monde, là, mais enfin, il ne faut pas le dire à voix haute. Là. Outre ça, il y a deux raisons qui expliquent cette popularité-là chez les personnes LGBT. D'un, c'est que souvent, les jeux vidéo sont une occasion de découverte pour les jeunes LGBTQ+. Surtout les jeux de simulation qui nous permettent de créer des intrigues, des avatars. Selon nos goûts, ça nous permet des fois pour les gens de tester leurs préférences sexuelles puis de voir si ça les branche ou pas. Donc, ça remplace un petit peu ce que l'Internet a fait dans mon jeune temps, parce que moi, je suis assez croton du croton pour me rappeler quand l'Internet est arrivé, puis que là, on commençait à avoir des choses un petit peu osées sur Internet. Bien là, on se dit, tiens, on commence à voir ce qui nous branchait ou pas. Donc, les jeux vidéo tiennent ce rôle-là aussi. Mais ça peut tenir aussi, plus que de découverte, un rôle de construction de l'identité. Les jeunes queers se construisent des avatars comme ils veulent, avec l'apparence qu'ils veulent, les cheveux qu'ils veulent, tout ça. Et ils vont, après ça, peu à peu, incorporer les caractéristiques de leur avatar à leur vie réelle pour s'épanouir et faire leur coming out. Des fois, c'est un prélude au coming out même. Quand même. Donc, un constat, c'est surprenant. Et ça nous fait poser une question. Est-ce que le jeu vidéo peut être un aide au coming out? Est-ce que ça peut être à l'épanouissement des personnes LGBT ou même un outil thérapeutique? Certains se sont posé la question. Mais ça serait plausible. Alors, on va tout de suite à la prochaine, parce qu'on arrive à la fin, là, mais pour que ça marche, il faut que les jeux vidéo proposent des modèles qui interpellent les concepteurs et les conceptrices de l'industrie, et l'industrie a leur responsabilité. Qu'est-ce que ça implique là, pour la suite des choses? Bien, ça implique, c'est que comme les entreprises, les jeux vidéo ont un effet sur nos communautés et que l'industrie a les mains sur cette production-là, est-ce que ça leur donne une responsabilité? Certains vont dire oui, surtout les programmeurs LGBT vont dire on doit multiplier les modèles, on doit permettre aux gens de se reconnaître dans nos personnages. D'un point de vue purement transactionnel, ça peut se justifier parce que 80% des jeunes LGBT qui jouent aux jeux vidéo beaucoup plus que les hétéros, c'est intéressant pour les compagnies. Ouais. Et là, certains vont être quand même un peu réfractaires. Hein? Juste pour Assassin's Creed, une version d'Assassin's Creed, pour avoir un personnage féminin comme personnage principal, ça a été une concession arrachée de justesse. Mais là, pour les personnages LGBT, il y en a qui vont avoir de la misère dans l'industrie en disant « ça va restreindre notre liberté créative ». Je peux comprendre en tant qu'auteur que de vouloir se faire imposer comme des canevas, des types de personnages ou d'intrigues dans un but éducatif ou social, ça peut faire peur, mais ça peut être aussi une occasion d'enrichissement parce qu'en multipliant la diversité, on multiplie les intrigues. Donc, ça peut être très, très enrichissant sur tous les sens du terme, là, au niveau argent, c'est sûr, mais ça peut être très enrichissant donc pour les producteurs de jeux vidéo d'aller dans cette direction-là, pardon. Puis de toute façon, il y a tellement de personnes queer dans l'industrie. Exact. Il y en a de plus en plus, même si c'est une industrie qui est très difficile pour toutes sortes de raisons, mais elles sont de plus en plus présentes et elles sont de plus en plus à l'aise. Donc, je pense que la suite des choses va être très intéressante. Ça va être à surveiller. Merci beaucoup, Philippe Aubert-Côté, puis on se revoit la prochaine saison. À la prochaine saison. Merci beaucoup. Merci.
silence s'il vous plaît dans la bibliothèque. Lire, c'est queer, avec Brian Saint-Louis. Salut Brian Saint-Louis, on rejoint au téléphone. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Notre dernière chronique de la saison, on va parler de 2 livres. Le premier, J'ai déjà fait sourire un douanier de Samuel Larochelle. Oui, je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre-là. Pas encore, je ne l'ai pas reçu encore. Ouais. Mais c'est ça, Samuel Larochelle qui est très prolifique. Déjà, son 21e livre, si je me fie à sa page de garde. Je vous avais déjà parlé d'un autre de ses livres cette année que tu avais lu, celui-là. Oui. Elias et Justine, qui parlait d'immigration et de famille reconstituée. C'était un roman. Pourquoi je reviens quand même à Samuel Larochelle pour la dernière de la saison? Ben parce que c'est l'été, c'est le temps des vacances, c'est le temps des voyages, et c'est un peu ça le thème du livre, donc ça se prêtait très bien. C'est un récit autobiographique. Il va nous parler de sa vie de voyageur dans ce livre-là. Une vie qui n'était pas prévue. Sa famille n'était pas des grands voyageurs. Ils sortaient pas vraiment souvent de leur région. Mais là, à un moment donné, il est jeune adulte. Il se lance, il part, il va faire des premiers voyages, il a la piqûre et à partir de là, il va repartir souvent. Donc là, ça va donner lieu, évidemment, ça, à plusieurs anecdotes, ces nombreux voyages-là, qui va se mettre à nous raconter des voyages en solo, des voyages en duo, des voyages au Canada, dans les Maritimes ou à Vancouver. Il va aller aussi un peu partout dans le monde, en Chine, en Colombie, au Vietnam, en Europe, un peu partout. Et là, il nous raconte ça dans ce livre-là. Ça va dans plusieurs directions. C'est parfois des souvenirs de vacances qu'il va nous raconter, tout simplement. C'est parfois des réflexions sur l'industrie du tourisme, sur le comportement des autres en vacances, sur les autres vacanciers, un peu sur Air Canada, des choses comme ça. Et aussi, il va faire des remarques aussi sur le tourisme queer, LGBT, des pays où c'est pas facile d'aller, des pays où il ne pourra jamais aller. Un peu d'anecdotes salées, malgré une couverture où on voit des faufounes sur la jaquette de couverture. C'est un ouvrage quand même assez prude, même s'il y a quelques allusions ici et là. Mais au-delà aussi des voyages, ce à quoi Samuel Larochelle va nous convier dans ce livre-là, c'est un voyage à l'intérieur de soi. Parce que oui, je le disais là, sa famille, il n'avait pas tant initié au voyage, donc pour lui, ça a été un défi de partir, ça a été un défi de partir seul, d'aller loin, de se défier, de se faire confiance. Il y a donc tout un cheminement personnel au travers de tout ça. On sait que Samuel Larochelle, dans certains de ses livres, il aime quand même ça, parler, se mettre de l'avant. C'est un peu dans ce type de livre qu'on est là. On est avec lui dans ces nombreux voyages-là. Donc, il va apprendre à se connaître. Je vous disais qu'il a fait des voyages en solo, en duo. En duo, ça va pas toujours bien. Des fois, ça va, des fois, ça va moins bien. Et là, il vient se demander, est-ce que c'est moi le problème, finalement, quand ça va pas bien? C'est le genre de réflexion-là qu'il va avoir de cheminement personnel tout au long de ce livre-là. Pour la forme, il a choisi le fragment. Donc, c'est des phrases plutôt qu'un récit continu. Il y a certains jeux littéraires, là, il y a des allitérations, mais sans que ce soit poétique. C'est sûr que cette forme-là, ça lui permet d'aborder certains thèmes qui auraient été plus difficiles à toucher dans un thème continu, là. Mais parfois, moi, je me suis demandé quand même si un texte continu, justement, là, pour certains passages, ça nous aurait permis d'avoir plus de détails, de couleurs, de sensations, là, dépasser un peu l'anecdote pour aller un peu dans une impression qui nous aurait été plus durable. Il y a des choses qui passent un peu vite dans ces voyages-là, qui ne permettent pas vraiment de créer de la magie, de l'ambiance parfois. Mais ça reste très sympathique. Là. Donc, pour ceux que le voyage intéresse, une petite lecture de vacances fort intéressante, ça pourrait être celui-là. J'ai déjà fait sourire un douanier. Donc, récit de Samuel Larochelle. C'est chez Stanké, dis-je, avec beaucoup de chuintage. Ça nous arrive parfois, des journées comme ça où la radio, où le micro ne nous aime pas autant, où il est peut-être pas au bon endroit dans notre bouche. OK, on arrête ça. Tout ça pour dire que Samuel fait partie aussi de ces gens qu'on voit beaucoup, très omniprésents sur les réseaux sociaux, sur Instagram, raconte beaucoup sa vie, ce qui lui arrive. Alors, est-ce que ça ressemble un peu à ça, ce livre? Il parle beaucoup de ses anecdotes de voyage, mais il se met peu... mais c'est ça, c'est des anecdotes personnelles, mais c'est ça quand je disais qu'un texte continu, par exemple, aurait pu aider à aller plus loin dans ses souvenirs, dans les ambiances, vraiment dans les détails. Il se pose plusieurs questions, ça touche beaucoup de choses, mais ça se lit quand même très rapidement. Donc, on n'entre peut-être pas aussi profond qu'on l'aurait aimé là, pour vraiment avoir un souvenir impérissable de ce livre-là.
mais c'est un personnage sympathique, puis ça reste un ouvrage là, sympathique à lire aussi, justement. Une belle lecture à la plage. Anyways, ça va faire, ou en camping, ou peu importe. Voilà. L'autre titre, je vais donner le titre, mais je vais te laisser prononcer le nom de l'auteur. Ça, c'est chiant ce que je fais là. Hein? Espèce dangereuse. Espèce dangereuse, c'est, voyons, chez Seuil, encore une fois, de Sergueï Chikaloff. Je vous parlais de voyage dans l'autre bloc. Ça, il y a un pays où on est beaucoup moins porté à aller ces temps-ci. C'est la Russie. Et c'est de ce dont il est question dans cette espèce dangereuse-là. C'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lus cette saison, là, dont je vous ai parlé. J'espère que je vais vous titiller la curiosité avec celui-là. C'est vraiment, moi, je trouve une des parutions importantes de la saison, là, quand même. Là, faut dire, moi, je suis peut-être un peu vendu d'avance. Tu me donnes le défi de dire son nom à Sergueï Chikaloff. C'est pas très compliqué pour moi. J'ai un diplôme en études russes. Je suis déjà allé étudier à Moscou pendant la même période de temps qu'on aborde aussi dans ce roman-là. Donc, c'est sûr que mais tu travailles avec un journaliste, je le savais. C'est ça. Donc, c'est sûr que moi, là, ça m'a parlé beaucoup, ce livre-là, parce que les kiosques de CD au bord des métros, des stations de métro, là, aller voir le cinéma à Tchysti-Proudi, les cafés Internet, la vie gay dans Moscou au début des années 2000, là. C'est pas des gens que j'ai beaucoup côtoyés à cause de la langue quand j'étais là-bas, mais c'est quand même des choses que j'ai vues, c'est une ambiance que j'ai sentie. Donc, c'est sûr que ça m'a touché beaucoup parce que j'ai pu me rattacher à plein de choses. Mais au-delà de ça, là, c'est un roman qui est quand même très fort, pertinent, d'une infinie tristesse. Et j'espère que c'est ça, vous serez plusieurs à le lire, même si c'est pas nécessairement joyeux. C'est le roman d'une génération, là, des personnes queer en Russie. C'est surtout les gays qu'on va mettre de l'avant, même si on parle un peu de tout le monde. Ces gays-là qui ont cru, là, quelque part entre l'effondrement de l'URSS et des concerts de Mylène Farmer en Russie, que ça y était, qu'on y était enfin, que la Russie allait cesser d'être aussi conservatrice, aussi homophobe et que les choses allaient changer. C'est un roman qui est écrit au « on », donc c'est vraiment pour exprimer l'idée de collectivité d'un groupe de personnes dans ces anecdotes-là, ces moments-là qu'on va nous raconter, des gens qui vont... C'est ça, c'est un peu un ensemble qui parle de souvenirs et d'espoir qu'ils avaient à ce moment-là. Donc là, ce qu'on nous raconte, c'est qu'avant, évidemment, c'était difficile. Donc, les espèces dangereuses que représentaient les homosexuels à Russie, après l'effondrement de l'URSS, tout à coup, étaient un peu plus tolérés, un peu plus acceptés. Il y avait de l'ouverture, il y avait tellement d'espoir. Et là, à travers les histoires qu'on nous raconte, on va voir des scènes de la vie quotidienne. On va parler de la présence d'Internet, par exemple, des possibilités tout à coup qu'il y avait. On va parler de Tattoo, par exemple. Si vous vous souvenez, ce groupe des deux lesbiennes russes qui avaient représenté le pays à Eurovision. Donc, c'est tout, mon Dieu, il y avait vraiment de l'ouverture. C'est beaucoup par la culture que l'homosexualité va arriver en Russie. On va parler des films de Xavier Dolan, des compilations de CD de Céline Dion. Beaucoup de Mylène Farmer. Mais on va aussi parler de société, de politique. C'est sûr que c'était une époque qui était quand même difficile. Il restait de l'homophobie, de la violence. Il y avait encore des skinheads. C'était encore dangereux de prendre le dernier métro pour rentrer à 1h du matin quand on était une personne queer. Il y avait de l'éducation à faire. Mais oui, il y avait de l'espoir jusqu'à ce que la politique prenne toute la place et que là, Vladimir Poutine revienne au pouvoir. Vladimir Poutine, là, c'est là que le contexte politique est aussi intéressant. Ces 2 premiers mandats, il y a beaucoup ciblé comme ennemis du peuple les Tchétchènes, les gens du Caucase, les gens d'Asie centrale. Pendant plusieurs années, ça a été eux les cibles. Quand il revient au pouvoir après Medvedev, tout à coup, ce qui devient un peu la cible à abattre, c'est les gays. On sait, on s'en souvient, on en avait beaucoup parlé. Le discours a changé il y a une dizaine d'années. C'était horrible. On a vu des images à la télévision horribles de ça. On va devoir s'arrêter rapidement parce qu'on a un autre petit segment à faire, Brian. Donc, ce livre, on le trouve où, quand, comment? On le trouve dans toutes les librairies. Et juste pour finir quand même, de se souvenir que toutes ces privilèges-là qu'on a ici aussi. On le voit en Europe ces temps-ci avec l'extrême droite qui arrive. Au Canada aussi, on a des élections, on entend des choses. Ça peut tellement partir vite. C'est ça, pour ça qu'il faut lire ce roman-là, vraiment. Espèce dangereuse, Sergueï Chikaloff au seuil. Brian Saint-Louis, merci beaucoup d'avoir été là cette saison. Puis on se retrouve la saison prochaine dans un tout nouveau segment dont je vais en parler de toute façon dans les prochaines minutes qui va s'appeler Culture Queer. Un bon été à toi. Un bon été. Bye. Eh bien, surprise. On reçoit un de nos recherchistes, Godéric Trobe. Salut, Godéric. Bonjour, Denis Martin. Je vais faire que tu t'approches du micro, plus que ça, voilà. Godéric, d'abord, accord et pronom avec toi? Lui, il.
D'accord. Alors, Oui, alors je vais te demander de mettre le micro juste devant toi. Oui, c'est des micros assez spéciaux, mais ils fonctionnent quand ils fonctionnent. Comment as-tu vécu cette première saison? C'est une première pour moi que d'être assis de ce côté-ci, dans la lumière, moi qui suis habitué à être dans l'ombre. Ben là, il faut un peu prendre la lumière parce que tu as vraiment fait un bon boulot. C'est un privilège de travailler avec toi et avec ta conjointe Marie Massé aussi. Merci Denis Martin de nous avoir donné cette chance. Écoute, ça a été passionnant d'être au plus près de l'actualité, de toujours chercher le bon intervenant au bon endroit, au bon moment, d'être vraiment au plus près aussi de la réalité, de la diversité pan-canadienne. C'est exigeant aussi d'être à la recherche. Alors effectivement, on est deux avec ma conjointe Marie, deux immigrants nouvellement citoyens canadiens, et on a eu la chance d'être accueillis à notre arrivée par la communauté LGBT. C'est aussi une des raisons qui nous motive à redonner à cette communauté, à être des alliés de la communauté LGBT. C'est engageant aussi que d'être à la recherche parce qu'on essaye de vraiment refléter fidèlement les sujets, les enjeux. Puis nous, on partage cette vision de Laurent McCutcheon, de l'émergence d'une société inclusive, où il n'y a pas seulement, c'est pas être tolérant, mais c'est vraiment viser l'inclusion et l'acceptation sociale pleine et entière des membres de la communauté LGBT. Alors, je t'ai demandé de me dire quels ont été tes 3 sujets préférés cette année? Mes 3 sujets préférés... Alors, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. C'était pas facile à choisir. Moi-même, je me suis même pas prêté à l'exercice. Je vais faire ça à mon recherchiste, oui. Je pense qu'on peut pas passer à côté de l'ampleur que prend les mouvements anti-queer actuellement dans la société. Ouais. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits soient remis en question. Je paraphrase Simone de Beauvoir, et c'est ce qu'on voit au niveau de la communauté LGBT avec tous ces mouvements de droite réactionnaires qui prennent de plus en plus de place aux États-Unis, en Europe également. On a interviewé beaucoup de personnes sur ce sujet-là. Tu as fait beaucoup de chroniques parce qu'on y croyait que c'était important d'en parler. Puis ça va probablement revenir à la prochaine saison, c'est clair. Tout à fait. Donc, c'est un sujet dont je voulais parler. Le deuxième sujet, c'était l'inclusion qui est portée par la société civile, par le monde des affaires. Pas seulement par pinkwashing, c'est la critique qu'on peut lui faire, mais je pense à Hydro-Québec qui a eu le courage de se positionner au mois de septembre. Oui. C'était en dehors du mois de la fierté. Et ils ont tenu à rappeler leur valeur de soutien, justement en écho à ces manifestations de haine, pour dire comme quoi ils étaient proches de la communauté LGBT. Et je sais que c'est le fruit de tout un travail de comité à l'interne, parce que c'est une réalité qui habite les milieux de travail. On le voit aussi avec le Conseil du patronat, avec d'autres organisations de travail qui incluent l'équité, la diversité et l'inclusion au cœur de leurs valeurs. Oui, on avait reçu, je pense que c'était la personne qui s'occupait de l'équité, équité, diversité et inclusion, Pasquale, mais le mot de famille ne me revient pas, mais on a reçu... Exactement. Oui. Exactement. Et puis on voit que parfois le monde politique est un peu pris entre ces contradictions. D'un côté, il se positionne contre l'homophobie. De l'autre côté, il crée un comité des sages sans inclure des personnes concernées comme les personnes trans. Oui. T'as pas manqué d'évoquer le sujet avec beaucoup de diplomatie, comme toujours. Oui, on a même reçu la ministre responsable de ce dossier-là. Exact. Et le troisième sujet? Le troisième sujet, c'est les cloisonnements au sein de la communauté et la nécessité de bâtir du dialogue. Oui. Je pense par exemple aux aînés, à l'agisme. On avait reçu Jean-Pierre Bergeron pour parler de ce sujet, qui a plusieurs générations au sein de la communauté LGBT. La réalité trans qu'on vient de nommer, qui peut parfois polariser aussi des hommes gays, des femmes lesbiennes qui ne comprennent pas exactement ce que ça signifie. Oui, parce que la communauté n'est pas nécessairement ouverte à toutes les autres diversités. Exactement, c'est pour ça qu'il faut encore bâtir des espaces de dialogue. On voit aussi l'émergence d'intersectionnalité assumée, des personnes qui ont plusieurs identités et qui les assument. Je pense notamment au parcours, à la belle rencontre de Zachary Georges. Oui. Qui était à l'intersectionnalité de la bispiritualité autochtone, qui était issu des minorités francophones en Ontario, qui était aussi dans la non-binarité, etc. Et des parcours qui nous interpellent. Excellente entrevue. Moi, je vais en ajouter une. Je t'en prie. Le quatrième sujet, ça va être le mien. L'intelligence artificielle et le défi que ça représente pour nos communautés. Cette entrevue-là m'a bouleversé. Quand je me suis rendu compte qu'on pouvait dire à peu près n'importe quoi sur nous, puis il y avait vraiment un travail à faire là-dessus. Exact. On voit qu'il n'y a pas un sujet qui ne nous affecte pas. Tout à fait. Rapidement, j'imagine que tu vas être là avec Marie l'an prochain.
Oui. Oui, alors moi, je vais vous annoncer que l'an prochain, on va changer un petit peu le format d'émission. On va faire un peu plus comme on a fait aujourd'hui, beaucoup plus d'entrevues plus courtes, de chroniques plus courtes aussi. Et on va dédier une fois par mois une demi-heure à peu près d'émission la deuxième partie qui va s'appeler Les lundis culture queer. On va vous en dire plus l'an prochain. Merci beaucoup, Godéric. Très bientôt. Alors, je salue toute l'équipe qui a travaillé avec nous cette année. Outre Godéric, Marie Massé. Marie, je pense qu'elle est toujours en Europe présentement. C'est ça, je la rejoins très prochainement. Ah oui, on va tous aller en Europe, je pense, cet été. Maurice Bolduc, de l'autre côté de la vitre, qui a tenu à bout de bras cette émission. Merci beaucoup à Julie Curley, dont on a utilisé la musique pour la thématique de l'émission. Merci aussi à la chef du contenu numérique. C'est extraordinaire ce qu'elle fait, Shirley Ormelette, pour promouvoir cette émission. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, qui est chef de la diffusion ici. Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne. Marjorie Thérodore, qui est présidente et directrice générale de Vues et Voix et de Canal M. Et puis moi, je m'appelle Denis Martin-Chabot. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette deuxième saison. On va être de retour pour la troisième à compter du 9 septembre, toujours à la même heure, lundi 17h. D'ici là, passez un bel été. Moi, je serai là peut-être pour animer le quotidien pendant quelques jours cet été.